Mais avant, dire quelques mots pour la bonne et simple raison que le thème qui est le nôtre aujourd'hui, qui intéresse finalement la tension entre le droit international des brevets et l'accès universel aux produits de santé, alors que l'on cherche un vaccin, alors qu'il y a un enjeu très important sur cette question, ça participe à un engagement de l'ONU et de l'OMS concernant la riposte vis-à-vis du Covid. Et puisque nous sommes sur une journée ayant trait à la santé durable, ce que l'on dit à chaque fois, c'est que la santé durable fonctionne aux droits de l'homme, et sous couvert des droits de l'homme, la couverture sanitaire universelle, l'accès aux médicaments qui sont qualifiés seulement d'essentiels, et peut-être que la limite est là, sont deux des objets importants en matière de santé durable. Et donc, Madame Mélanie Sanson, je vais me permettre de vous demander de vous présenter et de commencer par me taire, avant que de vous poser 4 ou 5 ou 6 ou 12 questions en fonction de nos échanges. Et je vous remercie vraiment que d'avoir accepté de prendre du temps, sachant qu'aujourd'hui c'est un bien précieux pour tous. Merci. Alors, merci beaucoup tout d'abord de cette introduction, mais surtout de m'avoir invité à participer et à intervenir dans le cadre de cette journée. C'est une très belle initiative, notamment de réflexion sur le Covid et la santé durable, et aujourd'hui sur l'évolution de ces concepts en santé mondiale, internationale et santé durable dans ce contexte. Alors, quelques mots à mon sujet. Donc, je suis docteur en droit, en particulier en droit international, mais aussi spécialiste de santé publique. Donc, j'ai vraiment ce double profil. J'enseigne à Sciences Po Paris un cours en santé mondiale et en droit international de la santé, mais aussi dans la pratique, je suis chef de projet au sein de l'Union internationale contre le cancer et je travaille tout particulièrement sur la régionalisation de toutes nos activités de renforcement des capacités. Donc aujourd'hui aussi dans le monde du cancer, la situation requiert des activités et un renforcement de nos activités au niveau mondial, beaucoup au niveau virtuel aujourd'hui. Et c'est un vrai plaisir aujourd'hui de pouvoir partager au sujet de cette grande problématique qui est celle de l'accès aux produits de santé dans le cadre du Covid au niveau universel. Merci beaucoup. Et la francophonie était importante parce que la France a une part toute singulière, mais je ne sais pas si... Ok. Je sais pas si on m'entend, mais c'est très bien. Oui. Ah bon, parfait, excusez-moi. La France a une empreinte particulière, notamment avec Léon Bourgeois et les premières institutions de la SDN qui ont voulu que la prise en charge de la santé soit une question de droit et soit une question géopolitique et soit une question internationale ou à tout le moins universelle. Au début de l'épidémie, avec la pathocénose, avec Merck, avec la naissance d'une pathologie, on a vu l'interdépendance des hommes et l'interdépendance humaine. Et c'est cette interdépendance qui fait en sorte que l'accès au vaccin est tout aussi essentiel que la lutte dans l'urgence vis-à-vis des épidémies. Donc, première question, quels sont les enjeux actuels de la problématique de l'accès au vaccin et des traitements éventuels vis-à-vis du Covid, notamment en termes de recherche et de développement et d'accès des populations à ces produits dans l'avenir? Alors tout d'abord, nous sommes véritablement face à une situation exceptionnelle, avec de nombreuses incertitudes et là un impact économique désastreux dans de nombreux pays et aussi au niveau mondial. Alors jamais l'accès à un vaccin et au traitement, mais aussi aux outils diagnostiques n'a soulevé autant d'enjeux, non seulement en termes sanitaires, mais aussi en termes économiques, géopolitiques et juridiques. Tout d'abord en termes de disponibilité. Nous assistons ainsi à une course contre la montre en termes de recherche et développement des vaccins et traitements. Aujourd'hui, l'OMS recense près de 180 projets de vaccins, dont 35 en phase clinique, d'essais cliniques, avec des initiatives aussi mises en place comme COVAX,
qui est vraiment une mise en commun multilatérale des efforts de recherche sur un certain nombre de projets de vaccins en lien avec l'Alliance pour les vaccins appelée Gavi et d'autres grands acteurs de la santé mondiale. Donc là, il s'agit, en termes de recherche et développement, d'une véritable course contre la montre. On voit certains projets aussi de grands pays comme la Russie, la Chine et les États-Unis. Et aussi, dans notre quotidien, une question qui revient sans cesse dans toutes les conversations et à tous les niveaux, quand un vaccin qui représente les garanties nécessaires de sécurité et d'efficacité sera disponible et en toile de fond, quand est-ce qu'on reviendra à la normale? Donc, c'est vraiment une question qui revient tous les jours. Ensuite, en termes d'accès, alors là, on est sur une problématique véritablement multifactorielle. On estime qu'il sera nécessaire de produire entre 12 et 15 milliards de doses, puisque certains vaccins vont devoir requérir une ou deux doses donc pour vraiment avoir une réelle efficacité. Alors là, on a des questions en termes de production, de capacité de production, mais aussi de capacité de distribution dans l'ensemble des pays. On assiste aussi aujourd'hui à une sorte de captation de certains pays à haut revenu avec des précommandes qui, on estime aujourd'hui, représenteraient près de la moitié de ces doses. Ce qui pose déjà des questions en termes d'accès dans les autres pays, notamment les pays en développement. Mais c'est surtout le coût des produits de santé. Donc là, on parle des vaccins, traitements, mais aussi des tests, des outils diagnostiques ou d'autres produits de santé nécessaires dans la riposte contre le Covid et des monopoles conférés par les brevets qui constitueront un aspect majeur de l'équité d'accès aux vaccins, traitements et outils diagnostiques dans tous les pays, dont les pays en développement où, pour beaucoup, les systèmes de santé sont déjà exsangues et submergés par d'autres problématiques, y compris dans certains le Covid. Donc c'est là l'accès universel à ces biens de santé qui sera sans conteste une question de justice mondiale, de santé durable, opposant parfois droit à la santé et droit des brevets, avec aujourd'hui un appel de la société civile et même de plusieurs chefs d'État pour que les produits de santé Covid soient qualifiés de biens publics mondiaux. Oui, et ce qui était rêvé entre le bien qui rapporte et le bien comme valeur et qui permet de créer, si ce n'est un bien commun, en tous les cas de participer à une société plus juste et osons le mot en ce moment même, de plus fraternelle et solidaire. Il y a des questions monstrueuses, évidemment, on ne pourra pas toutes les voir. Même la question des seringues, aujourd'hui, fait l'objet de fonds, que ce soit de l'UNESCO, de l'OMS ou de l'ONU. L'ONU a un plan de riposte, bien évidemment. Mais par-devers cette riposte, et comme vous l'avez bien dit, ça pose des questions de fond, des questions de justice, des questions de structuration du droit international entre le commerce et la santé. Et donc voilà votre seconde question, si vous le voulez bien. Quels sont les défis? Oui, pardon, vous le voulez bien? Non, non, merci, c'est exactement ça. Ça pose des réels et c'est vraiment, ça va donner un tour nouveau au débat sur ces grandes questions aussi de légitimité de l'action multilatérale. Et bien sûr, on parle parfois des vaccins et des traitements avant tout, mais il s'agit de l'ensemble des produits de santé qui est concerné en termes d'accès. Tout à fait. La réussite du Fonds mondial de lutte contre le sida et la tuberculose, etc., est une réussite, mais par cette réussite du Fonds mondial sectoriel, on sait aussi que c'est un échec de la pensée, de la promotion et de la prévention de la santé et de l'accès aux soins pour tous. Donc ma seconde question, si vous le voulez bien, c'était répondre à cette seconde question. Quels sont les défis posés en lien avec le droit international des brevets concernant l'idée de l'accès universel à ces produits de santé? Alors, le droit international des brevets relève avant tout d'un accord conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Il s'agit de l'accord sur les APIC, donc sur les aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce. En quelques mots, cet accord, donc qui date
de 1995 et ce qu'on appelle le package, donc le paquet d'accords de l'OMC, engage tous les États membres de l'OMC à prévoir dans leur droit national la protection des brevets, notamment pour les produits pharmaceutiques, et d'accorder à minima un monopole de 20 ans aux détenteurs des brevets pour leur exploitation commerciale. Donc il s'agit d'un standard à minima de ce que les États peuvent prévoir. Alors bien sûr, l'accord sur les ZPIC a été pensé dans la logique de concilier encouragement de l'innovation et accès à cette innovation. Dans ce sens, il prévoit des exceptions qui sont possibles. Et on connaît bien les licences obligatoires, donc qui permettent à un État de déroger au droit des brevets afin de permettre la production nationale d'un produit qu'il estime nécessaire à la protection de l'intérêt public, donc notamment la santé publique. Il existe également au sein de l'accord sur les ZPIC d'autres exceptions qui peuvent être exploitées pour donner la priorité à la santé publique sur les droits de brevet. Donc, il existe des solutions. Néanmoins, dans l'expérience, et on l'a vu beaucoup avec l'accès aux antirétroviraux, donc dans les années 2000, il y avait eu tout ce débat dans le contexte du VIH et de la disponibilité ou du manque de disponibilité des antirétroviraux dans les pays en développement, qui avait abouti à ce débat et abouti surtout à l'adoption dans le cadre de l'OMC de la déclaration de Doha, donc en 2001, réaffirmant la préséance des questions de santé publique au regard des droits de brevet. Donc il y avait eu tout ce débat autour du VIH pour pouvoir vraiment donner la priorité à la santé publique. Néanmoins, ces solutions, elles avaient et la possibilité des licences obligatoires ont lieu pays par pays et produit par produit, ce qui peut s'avérer particulièrement difficile à mettre en œuvre. D'autant plus que lorsque certains pays ont voulu adopter des licences obligatoires, donc pour déroger aux droits de brevet, beaucoup de grandes puissances prenaient fait et cause pour l'industrie pharmaceutique et donc adopter certaines, je dirais, restrictions vis-à-vis de ces pays. Donc c'est vrai que ce système de licence obligatoire n'a pas toujours très bien fonctionné. Et ce qui a été notamment aussi constaté plus récemment par notamment le groupe de haut niveau du secrétaire général des Nations Unies sur l'accès aux médicaments essentiels, qui réclamait qu'on repense déjà le système de protection de la propriété intellectuelle au niveau international afin de permettre une meilleure conciliation entre protection de l'innovation et accès à cette innovation. Mais là, particulièrement dans la situation exceptionnelle que représente le Covid, le débat vraiment prend, je dirais, un tour nouveau. Il est évident maintenant que les monopoles octroyés par les brevets et le système entier de rétribution de l'innovation a le potentiel d'engendrer des injustices inacceptables et une crise de la légitimité en fait de tels accords internationaux et par extension de tout ce qui est instance multilatérale. Donc les systèmes existants comme les licences obligatoires qui nécessitent des approches produit par produit et pays par pays, en gros ne permettent pas la réponse ou la riposte collective et solidaire nécessaire à la lutte mondiale contre cette pandémie. Merci beaucoup. Et il est vrai que même dans ces accords et dans ces débats, au regard des instances internationales, les industries pharmaceutiques ne sont pas représentées et ne participent pas quand on veut réfléchir ensemble sur les biens publics mondiaux ou des aménagements au droit des brevets. Et vous l'avez bien dit, aujourd'hui, force est de constater que les aménagements qui existent dans les textes sont plus formels que réels, et qu'il y a un vrai besoin de juristes en droit international de la santé pour pouvoir s'engager aussi dans ce
que René Cassin qualifiait la communauté humaine juridiquement organisée, pour tempérer le lien et l'opposition entre ceux qui ont des moyens et qui peuvent valoriser leur influence et leurs intérêts vis-à-vis à un moment de cette communauté humaine. Et nous connaissons tous les deux Michel Bélanger et son droit international de l'humanité qui est encore toujours à construire. Troisième question, là encore si vous le voulez bien, quelles sont les solutions proposées par les différents acteurs internationaux et les débats, les termes du débat concernant de telles solutions? Est-ce qu'il y a des innovations possibles? Est-ce que en dehors des instances de l'OMS, de l'OMC et de l'ONU, la société civile internationale, à un moment, propose des choses qui pourraient avoir quelques succès grâce au drame que l'on vit? Alors, tout d'abord, là, depuis tout début octobre, une initiative, notamment de la société civile, en lien avec certains pays, a lancé le débat. En effet, dans le cadre de l'OMC, depuis, je crois que c'est le 5 octobre, l'Inde et l'Afrique du Sud ont déposé une proposition formelle de dérogation visant à permettre aux États de suspendre l'application de l'accord sur les APIC, donc les droits de brevet, concernant les produits et tous les produits liés à la réponse au Covid. Donc cette proposition, qualifiée d'historique et largement appuyée par les acteurs de la société civile, tels que Médecins sans frontières notamment, mais aussi beaucoup d'autres, puisqu'il existe par exemple une lettre ouverte de la société civile qui regroupe de nombreuses organisations, a eu lieu dans le cadre de l'OMC. Donc vraiment la proposition est que dans ces circonstances exceptionnelles, dans cet objectif de vraiment faire prévaloir le droit à la santé sur des intérêts économiques, donc de prévoir la suspension et la dérogation au droit de brevet en application de l'accord sur les APIC. Alors bien sûr, cette proposition a aussi soulevé une forte opposition de l'industrie pharmaceutique qui a que justement dans ce contexte, l'encouragement de l'innovation, de la recherche et développement est plus importante que jamais. Donc là, comme c'est tout récent, donc c'est vraiment un débat qui a été lancé et donc maintenant les enjeux dans le contexte du Covid donnent véritablement le vertige. Donc on va avoir je pense, on va assister à vraiment cette opposition très forte entre encore la société civile et l'industrie pharmaceutique et certains grands États sur cette thématique. Donc, on a bien connu dans le contexte du VIH qui était brevet contre patient et un peu ce narratif autour de ça. Donc, il est vrai que ce sera intéressant de suivre un peu ce débat sur ce sujet extrêmement important et on a vraiment besoin des juristes en droit de la santé pour éclairer ce débat au niveau de qui est vraiment à la croisée de différentes disciplines du droit. Une autre initiative, en fait, est celle alors j'ai le nom en anglais du COVID-19 Technology Access Pool, CTAP. Donc c'est en fait la communauté d'accès à la technologie Covid qui a été lancée par l'OMS en juin dernier et qui en fait est un mécanisme volontaire de mise en commun des brevets et d'autres droits de propriété intellectuelle donc pour permettre le partage de connaissances, mais aussi étendre l'accès notamment aux données de la recherche et de production pour l'ensemble des produits contre le Covid. Donc, ça a été lancé, à vrai dire, en juin, mais l'initiative, encore une fois, est strictement volontaire. Et pour l'instant, il semble que certains acteurs et beaucoup d'acteurs, notamment l'industrie pharmaceutique, ne semblent pas tout à fait y adhérer dans le contexte d'urgence aujourd'hui. En fait, cette initiative s'inspire d'une autre initiative qui existe pour les trois grandes maladies, donc le VIH, le paludisme et la tuberculose, qu'on appelle la communauté de brevets,
en anglais Medicines Patent Pool, MPP, qui a été lancé une dizaine d'années, qui est soutenu donc par Unitaid et qui permet en fait un guichet unique pour l'ensemble des détenteurs de brevets qui peuvent déposer dans cette communauté ce guichet unique leur brevet, et ensuite la communauté de brevets s'occupe en fait de coordonner la gestion des licences volontaires. Donc en fait la communauté de brevets a extrêmement bien fonctionné pour les 3 grandes maladies. Et on pourrait penser que ce système, le CITAP, donc ce mécanisme volontaire de mise en commun des brevets, soit une excellente solution solidaire et collective pour répondre à la problématique en fait d'opposition entre droit de brevet et accès à l'innovation dans ce contexte. Donc il faudrait vraiment une volonté politique forte pour promouvoir cette autre initiative qui est celle de cette communauté de brevets sur les technologies Covid. Politique, géopolitique, et donc tout ce qui intéresse le vivre ensemble, par devers les frontières. Nous sommes dans des questions qui sont excessivement complexes, et il est vrai qu'on peut rêver, parce que nous sommes à Lyon, quand bien même nous n'y soyons pas physiquement, dans le cadre des entretiens Jacques Cartier, à ce que aussi Charles Mérieux avait fait vis-à-vis de l'épidémie de méningite au Brésil, où il avait fourni les médicaments sans demander à être payé, quand bien même il a été payé en retour du fait de la confiance du public brésilien et des autorités que cela avait induit. Et donc, oui, tous les acteurs et tous les opérateurs peuvent essayer de réfléchir différemment. On peut avoir un gain par l'argent, mais aussi on peut avoir un gain par une image que les entreprises francophones, et c'est peut-être un appel que je fais personnellement, je ne saurais vous engager par rapport à cela, les entreprises de santé francophones qui sont fortes, à Lyon notamment, peuvent s'engager aussi en étant ce modèle et en construisant un modèle vis-à-vis d'un droit autre que celui des brevets concernant l'accès aux médicaments, pas qu'essentiel. Alors, continuons sur une 4e question, si vous le voulez bien. De quelle façon le Covid invite à repenser les accords internationaux afférents à la protection des brevets? Et là, nous sommes vous êtes finalement une négociatrice internationale, ou vous êtes une personne politique qui compte, ou une diplomate pendant les prochaines minutes, et vous allez nous dire comment bouleverser ce que l'on pense ne pas pouvoir changer, parce qu'on pense que les intérêts ne peuvent pas évoluer et sont tout à fait clos sur eux-mêmes. Alors, tout simplement, cette pandémie mondiale, par ses effets, par les enjeux qu'elle représente, exige des solutions multilatérales, mais aussi durables. Si, par exemple, aujourd'hui, certains affirment que notamment certains laboratoires affirment qu'ils ne feront pas de marge sur les ventes de vaccins, il faut véritablement qu'il ne s'agisse pas de solutions ponctuelles. Il faut qu'on s'inscrive dans une logique pérenne et dans une logique, comme vous le mentionnez, vous évoquiez René Cassin, qui s'inscrit vraiment dans le droit à la santé, dans une logique solidaire. Et à l'aune de cela, il est évident que le droit international des brevets doit être repensé en profondeur pour répondre à une situation exceptionnelle, mondiale, et qui permettra de conserver en fait vraiment la légitimité des approches multilatérales. Lorsqu'un vaccin sera disponible, des vaccins seront disponibles, et des traitements seront aussi disponibles, il sera tout autant essentiel d'en assurer l'accès universel. Nous avons fait tellement d'efforts en fait également sur la couverture sanitaire universelle. Il faut aussi tenir sur ces engagements politiques. Et aussi tout simplement de façon pragmatique, l'accès universel pour des raisons de santé publique est essentiel. On pourra, pour assurer l'immunité de groupe, on ne peut pas mettre de côté, laisser sur le bord du chemin
comme on dit, certains pays en ne leur permettant pas d'avoir accès et en renforçant leur système de santé également pour permettre l'accès. C'est aussi une grande question de légitimité. En fait, des actions internationales et de l'ensemble des acteurs internationaux à ce niveau. En fait, il y a ici une question de responsabilité euh, politique et aussi de sanitaire. Donc non seulement des grands pays, des pays développés, mais aussi des acteurs privés, de la société civile, pour aller de l'avant. Et cette responsabilité sera vraiment le point d'orgue du débat et permettant de s'engager ensemble pour des solutions collectives en accord avec les valeurs et l'ensemble des droits humains. Donc de l'équité, mais aussi à terme du soutien à la situation économique au niveau mondial. Donc vraiment, s'il s'agirait d'avoir ici une vue d'ensemble entre les objectifs de développement durable, les problématiques de santé, et d'avoir non une approche en silo, parfois, comme on peut le mettre en exergue, mais une approche holistique du travail ensemble pour permettre cet accès universel, au-delà des idéologies et je dirais des débats sur ce sujet, de vraiment trouver une solution. L'utopie existe déjà, ce sont celles des droits de l'homme, vous l'avez dit, hein. Unité, indivisibilité des droits de l'homme, le Covid-19 les impacte tous, de la pauvreté aux droits des femmes, à la violence, et que sais-je encore. Cassin nous montre encore la route. Peut-être que je n'ai qu'un auteur, j'ai lu peut-être qu'un auteur, mais aujourd'hui, en droit international des droits de l'homme, il existe un droit qu'à toute personne, chaque et toute personne, on aurait dit ça, pas d'ailleurs toute personne, on aurait dit chaque et toute personne, de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible. La question est de savoir si c'est l'état qui lui est possible ou l'état qui est possible en fonction de l'offre de soins que on lui donne et auquel il peut avoir accès. Euh, oui, la francophonie a peut-être un rôle à jouer, et j'insiste par rapport à vous parce que vous êtes une des rares personnes à avoir coordonné un réseau, je crois. Vous nous direz peut-être un mot. Et il me semble que la francophonie a un rôle parce que son objet, c'est de tempérer les effets de la mondialisation, d'une part, c'est de créer un espace de solidarité effective entre les hommes et et de favoriser le multilatéralisme. Et je vois que vous regardez votre chien un peu qui va peut-être commencer à s'agiter puisque nous sommes trop longs. Dites-nous ce que vous êtes et ce que vous avez fait au regard de la francophonie, avec un philosophe que l'on aime tous les deux, peut-être sans le citer parce que ça risque de l'embarrasser, mais nous pensons bien à lui. Euh, Dites-nous ce que vous avez essayé de faire parce que notre réseau, c'est la continuité déjà d'une longue histoire qui nous dépasse. Tout à fait. C'est alors le rôle de la francophonie, notamment dans le domaine du droit de la santé, m'est très très cher, dans le sens où il y a de ça quelques années, nous avions formé dans le cadre de l'Agence universitaire de la francophonie avec un, un certain nombre de juristes, donc de Michel Bélanger, bien sûr, mais aussi Mamadou Badji à Dakar, et également d'autres personnes comme Cypriane Miali, aussi pour une revue alliant les philosophes à cette approche, un réseau de chercheurs en droit de la santé, un réseau de chercheurs francophones en droit de la santé. Et dans ce cadre-là, on avait pu véritablement se rendre compte du potentiel donc des échanges entre juristes de droit de la santé au niveau mondial, au niveau de toutes les régions, d'apprendre les uns des autres et aussi de renforcer la formation
en français et bien sûr l'accès à la formation en français sur cette thématique clé qui est le droit de la santé hein, dans toutes ses formes et surtout, alors ce qui m'est très très cher, c'est la qualité d'accès aux soins, donc le droit les droits humains par rapport à l'accès aux soins et l'accès aux médicaments, mais aussi l'accès aux diagnostics dans les pays au développement. Et on avait pu constater un certain déficit donc de l'accès à la recherche, l'accès à la formation en français sur cette thématique particulière. Et il s'agit là d'un rôle, pour moi, essentiel de la francophonie, tant les besoins sont là, au niveau international dans tous les pays de la francophonie et vraiment un rôle d'exemple aussi au niveau international sur cette thématique en fait de l'accès non seulement à la recherche, à la formation et à l'information sur le droit à la santé. Madame Mélanie Sanson, merci infiniment. Vous avez bien synthétisé le fait que la francophonie permet de connaître l'autre, de connaître les différents régimes juridiques, mais pas seulement. Nous, ça va être une plateforme un peu plus vaste, interdisciplinaire, autour d'un objet qui va être la santé durable. Les juristes y ont leur part, pas seuls, avec les médecins, avec d'autres, mais surtout en connaissant mieux les régimes juridiques des autres et l'anthropologie de la santé et médicale. Ça permet aussi de mieux se connaître soi-même et de plaider, oui, pour un universalisme qui permet à chacun, à chaque et à toute personne de pouvoir être mieux soigné demain. C'est prétentieux, mais c'est fait sans prétention. Et donc, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous éclairer sur les enjeux que portent les brevets. Et je vais vous laisser conclure parce que c'est comme ça que je demande à chacun de le faire. Non pas pour vous mettre dans l'embarras, mais parce que vous avez des choses plus intéressantes que moi à dire. Certainement pas. Mais tout d'abord, merci beaucoup et merci beaucoup d'avoir initié donc cette initiative francophone sur la santé durable qui est extrêmement intéressante et merci beaucoup pour l'invitation à intervenir dans ces rencontres Jacques Cartier dans le sens où aussi le Québec m'est très très cher pour avoir étudié à Sherbrooke et j'espère aussi qu'on va pouvoir continuer dans d'autres projets francophones sur le droit de la santé. Merci beaucoup. J'en vois de multiples. Merci à vous, vraiment.